Mais d'abord un commentaire sur ces images fournies par Israël d'un hôpital à Gaza, un hôpital dans la bande de Gaza, devant lequel seraient en fait, et ça va être montré par l'image, des sorties de tunnels du Hamas. Et évidemment, cette image à la tour, elle n'a rien d'innocent, Gallagher, puisqu'elle tente à démontrer ce que dit Israël depuis des semaines, des mois, des années, et en étant contredit évidemment par beaucoup, c'est que le Hamas utilise les infrastructures civiles pour cacher sa puissance militaire, et que c'est une forme de chantage qu'Israël dénonce. Absolument, et c'est évidemment une violation basique du droit de la guerre et des règles qui régissent plutôt l'art, entre guillemets, de la guerre. Mais pour l'instant, si vous voulez, ces images ne sont pas suffisamment concluantes pour que l'on puisse établir de manière définitive que c'est effectivement ce qui se passe à l'écran. Maintenant, il faut quand même noter que ça fait plusieurs jours qu'Israël insiste particulièrement sur l'utilisation faite des établissements hospitaliers par le Hamas. Et on voit dans les bombardements qu'ils se rapprochent dangereusement, mais sûrement, des dits établissements. C'est-à-dire qu'ils bombardent certaines entrées, ils bombardent à proximité. On a vu ciblage d'ambulances. Donc, l'État hébreu a l'intime conviction que le Hamas utilise à la fois les bâtiments, mais les moyens aussi, ambulances, carburant de ces établissements à des fins de guerre. Donc c'est une problématique extrêmement sensible à laquelle une partie de la communauté internationale est sensible. On a entendu ce week-end notamment des chancelleries s'exprimer à ce sujet et l'ONU disant que c'était parfaitement inacceptable de cibler ces installations. Mais du point de vue du droit de la guerre, encore une fois, on est quand même dans une situation qui ressemble à une zone grise. Il y a l'impératif militaire, mais de l'autre côté, il y a aussi celui des populations qui sont à l'intérieur de ces établissements. Parce qu'il y a des malades. Des déplacés. Alors, il y a des déplacés par milliers, et il y a beaucoup de gens qui espéraient, je dis bien espéraient, être en sécurité à l'intérieur de ces établissements. Parce que, naturellement, Israël cherche à endiguer la vague de contestation, de protestation, d'indignation après la frappe sur Jabalia et sur des infrastructures hospitalières. Israël a besoin d'apporter des preuves de ce qu'elle affirme, compte tenu du caractère très, très inhumanitaire, pour le coup, qu'ont ces bombardements. Oui. Tout à l'heure, Thierry Volton évoquait la guerre des images. Là, il y a bien une justification de la part de l'armée israélienne et du gouvernement israélien de ces actions. Pourquoi cibler des hôpitaux ? Ils tentent de se justifier avec ce type de vidéos. Mais la difficulté, c'est que ces vidéos provenant de Tsahal ne sont pas concluants pour la plupart des observateurs et que par ailleurs... elles ne sont pas concluantes, pourquoi, pardon ? Parce qu'on ne veut pas le croire ou parce qu'elles ne sont pas suffisamment significatives en tant que telles ? Non, mais moi je trouve qu'à regarder comme ça a l'air très concluant. Excusez-moi, simplifions les choses. L'image qu'on vient de voir à la seconde, ça ressemble à une bouche d'égout. Alors peut-être qu'une bouche d'égout, ça peut servir évidemment de tunnel, mais c'est vrai que là-dessus, Valérie Lataf a un peu raison. Elles ne sont pas vraiment concluantes. Bon, mais je ne dis pas qu'elles sont fausses, je ne dis pas que c'est un montage, je dis juste que dans cette guerre informationnelle, une fois de plus, on y revient, chacun utilise, vous disiez c'était une guerre propre, voilà la justification de l'armée israélienne, mais ces images-là ne convaincront que ceux qui veulent être convaincus. Personne dans les populations palestiniennes ne considérera que ça justifie le bilan humain très lourd, même si on ne veut pas s'en tenir au bilan dressé par le ministère de la Santé du Hamas. Il y a un bilan humain dans la bande de Gaza qui est énorme. Et donc ces images qui consistent à justifier les frappes sur des hôpitaux ne suffiront pas à calmer la colère et l'indignation. Thierry ? Non, de fait, ce qui est assez préoccupant, je dois dire, c'est que dans cette guerre actuellement, au niveau de l'opinion publique mondiale, Israël est en train de la perdre, cette guerre, quelque part. Au début, il y avait un formidable courant. Elle l'a perdu, c'est fait. Donc, je suis gentil, effectivement. En termes d'image, elle l'a perdu. Elle l'a perdu, parce que c'est vrai que ces bombardements sur des objectifs civils, même si, évidemment, soyons pas innocents, le Hamas, évidemment, profite de tout ça. Moi, ce qui me préoccupe quand même, excusez-moi, c'est... Gallagher a juste fait l'allusion à ça, mais je trouve que c'est quand même une information excessivement importante.
que 18 organisations des Nations Unies, des chefs des directeurs, ont publié un communiqué pour demander un cessez-le-feu et la libération des otages. Alors, bien sûr, c'est équilibré, mais c'est quand même la première fois, à ma connaissance, première fois que des directeurs de l'ONU, qui normalement devraient être impartial au-dessus du lot, si je puis dire, prennent... Non, je parle pas des assemblées générales qui éventuellement sont manipulées par des États. Ça, j'entends bien. Ce sont les gens qui sont des directeurs, qui sont des fonctionnaires internationaux, excusez-moi, donc qui a priori sont neutres, devraient être neutres en tout cas, qui s'engagent donc en demandant un cessez-le-feu. C'est très important. Ça veut dire qu'ils sont même très inquiets par rapport à ce qui se passe pour la population à Gaza et par rapport aussi au reste du monde. Des inquiétudes, effectivement, il y a des raisons d'en avoir. Ne parlons pas du cessez-le-feu. Parce que là, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas question d'un cessez-le-feu pour l'instant. Mais la trêve humanitaire, depuis des semaines maintenant, elle est réclamée pour permettre aux populations de partir, de respirer, d'avoir un peu d'oxygène au sens propre et au figuré. Or, pour l'instant, pour Tel Aviv, pour le gouvernement israélien, il n'en est pas question. C'est non. Catherine Colonna, je sais pas quel est le... Enfin, combien de fois elle a demandé officiellement. Elle l'a encore fait hier, notre ministre des Affaires étrangères. Une parmi tant d'autres, mais notre ministre a répété cette demande, écoutez, hier. L'accès doit être donc facilité de toute urgence. C'est pour cette raison qu'une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue est absolument nécessaire. Elle doit pouvoir mener à un cessez-le-feu. Et vous savez qu'un consensus a été trouvé sur ce point au sein de la communauté internationale qui a entériné la résolution présentée le 26 octobre par la Jordanie à l'Assemblée générale des Nations unies. Une pause, quelle pause? Benjamin Netanyahou l'a dit, il l'a répété encore hier, lui aussi. Je veux que vous sachiez qu'il y a une chose qui n'arrivera pas. Il n'y aura pas de cessez-le-feu sans le retour de nos otages. Retirez complètement ce mot de votre lexique. Nous le disons à nos ennemis et à nos amis. Nous continuerons simplement jusqu'à ce que nous gagnions. Nous n'avons pas d'autre choix. Voilà. Amiral, est-ce que la guerre a sa logique qui n'est pas celle aujourd'hui d'une pause, d'une trêve humanitaire? Est-ce qu'on se fait des illusions? La guerre n'a pas sa logique, mais c'est la logique de M. Netanyahou et de son gouvernement. Il a plongé dans ce piège qu'il a lui-même contribué à façonner en quelque sorte par sa politique générale. Et maintenant, il ne peut pas, il l'a dit d'ailleurs, il ne peut pas s'arrêter maintenant. Et ça ne s'arrêtera pas, me semble-t-il, avant d'avoir complètement quadrillé Gaza City. Encore une fois, on ne parle pas de cessez-le-feu. On parle de trêve, de pause. Mais ils ne s'arrêteront pas. Parce que ce serait permettre au Hamas de se réorganiser éventuellement. Donc, de faire tout ce qui est en Ukraine, par exemple, c'est passé, vous avez donné du temps aux Russes, les Russes se sont réorganisés. Là, ils savent très bien, c'est très bien qu'il faut continuer à pousser pour désorganiser le Hamas. Donc, à mon avis, ils ne vont pas s'arrêter là. Il n'y a aucune raison, parce que vis-à-vis de leur opinion publique en particulier, il leur faut des résultats, mais des vrais résultats à fond. Il faudra qu'ils aillent voir les tunnels. Il faudra qu'ils photographient les tunnels. Et vous avez tout à fait raison, les deux d'ailleurs, sur le fait que ces images-là, d'entrée des tunnels nous pouvons les interpréter intellectuellement, mais il va falloir montrer, j'allais dire, mètre par mètre, que ça débouche dans des caches d'armes et des choses comme ça sur les hôpitaux. Donc voilà pourquoi Tsahal ne s'arrêtera pas, à mon avis, parce que la détermination de Netanyahou est absolument définitive. La détermination du Premier ministre ou d'un pays tout entier? Nicolas Rouget, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Jérusalem pour LCI. Donc c'est la question précisément qu'on voulait vous poser. Est-ce que c'est le pays tout entier qui ne conçoit pas une seule seconde qu'on puisse donner quelques heures de répit aux populations civiles de Gaza? Ou est-ce que c'est la détermination farouche du cabinet de guerre de Netanyahou? Alors, c'est un peu de tout en même temps. Très clairement, on est à un mois de l'offensive du 7 octobre maintenant, mais ça reste très présent dans les esprits. Donc, évidemment, dans la population israélienne, l'idée de ne pas avoir... ça reste encore la priorité numéro 1, de retrouver un sens de sécurité. Et donc, très clairement, cette idée d'avoir une trêve humanitaire sans avoir quelque chose derrière de tangible, surtout on parle beaucoup de la libération des otages, ou au moins de l'accès aux otages de la part des organisations internationales, par exemple. Cela semble fou aujourd'hui. Pour la plupart de la population, évidemment, c'est aussi un problème sécuritaire, comme vous le disiez. C'est aussi un problème politique au sein même du gouvernement, puisque l'aile droite
du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et évidemment, et on l'a vu dans les déclarations successives des ministres, surtout d'extrême droite dans ce gouvernement, qui constitue une force politique très importante pour ce Premier ministre qui se projette aussi dans l'après, dans son futur politique à lui. Ils sont très clairement plutôt du côté de il faut annihiler entièrement le Hamas, sinon même la bande de Gaza en soi. On l'a entendu dans les déclarations dernièrement. On vous a perdu, mais j'ai cru comprendre. Et de toute façon, vous revenez très vite nous parler de ce dérapage d'un ministre israélien qui a évoqué un recours à la bombe nucléaire. On va en parler ensemble avec vous tout à l'heure. Mais sur cette... merci beaucoup, Nicolas, tout de suite. Mais sur cette trêve impossible. Alors, trêve pour l'instant impossible, malgré l'insistance des alliés d'Israël à imposer en quelque sorte cette pause humanitaire. Mais il y a eu quand même quelque chose de significatif ce matin. Il y a eu un largage d'aide humanitaire par un avion jordanien sur la bande de Gaza, du matériel médical, des vivres, etc., pour l'hôpital jordanien de Gaza. Je vous rappelle que la Jordanie a rappelé son ambassadeur en Israël pour protester contre le sort fait aux populations civiles palestiniennes. Le fait que ce largage d'aide jordanienne ait été autorisé par l'armée israélienne et fait en coordination avec le gouvernement israélien indique que Israël n'est pas tout à fait sourd à ces demandes répétées d'une trêve humanitaire. Alors, le mot trêve n'est peut-être pas le bon. Ça, c'est pas une trêve. Non, mais voilà, il n'y a pas une trêve humanitaire, mais il y a quand même... on disait au moment du Covid le bénéfice-risque. Il y a un bénéfice d'image pour Israël à autoriser ce largage d'aide humanitaire qui sera peut-être suivi d'autres, ça je n'en sais rien, mais en tout cas on peut l'interpréter comme cela. L'ancien ambassadeur Gérard Haro, qui était l'invité de LCI hier soir, l'a dit lui de façon très directe. Mais même les États-Unis n'arrivent pas à imposer une trêve à Jérusalem. Israël ira jusqu'au bout de ses plans stratégiques. Ensuite, quels sont ces plans ? Nous n'en savons rien. Mais lorsqu'on sait comment fonctionne Israël, on sait très bien qu'après un tel traumatisme, personne ne pourra l'arrêter. Et donc, parler de morale, c'est vrai, on peut partager cette vision, mais je dirais que nous sommes un peu impuissants. Comme je l'ai dit, même les États-Unis, qui commencent à être embarrassés par cette opération, n'y peuvent rien. Voilà, donc c'est clair. Même les États-Unis, avec tout leur poids, l'argent qu'ils donnent à Israël, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant et c'est très inquiétant parce que ce qu'on remarque dans cette histoire, c'est qu'en réalité, tout le monde est affaibli. Tous les acteurs sont affaiblis diplomatiquement et il n'y a plus... C'est la fin, en fait, devant nos yeux et en temps réel, de ce monde qui était dominé par une puissance unipolaire, sorte de maître d'école qui pouvait donner les bons et les mauvais points et puis décider des règles du jeu et de la manière de les faire appliquer, où et quand les faire appliquer. Aujourd'hui, il reste peut-être une petite force centrifuge, et c'est d'ailleurs depuis celle-ci que notre ministre s'exprimait, Doha, au Qatar, qui est une sorte de plateforme où tout le monde se croise et certaines choses, mais pas tout, se décident. Et on remarque, si vous voulez, qu'on est dans un moment de, entre guillemets, d'impuissance de la puissance, quoi, puisque Anthony Blinken est dans un espèce de marathon diplomatique, on en parlera peut-être, mais là aussi on constate son impuissance, puisqu'on parlera peut-être du camouflet infligé par le président turc qui préfère aller se balader dans une région reculée dans ce pays, de son pays, plutôt que de recevoir le diplomate américain. Mais sur l'histoire, et le président français, lorsqu'il était au dernier sommet européen à Malte, y a fait allusion, il y a, si vous voulez, une sorte de bataille presque macabre, sémantique. Est-ce que c'est une trêve ? Est-ce que c'est une pause ? La population en paie évidemment le prix. Mais du point de vue de l'État hébreu, c'est une immense, énorme concession en l'échange de laquelle elle n'obtient rien. Si ce n'est la possibilité pour le Hamas de se prévaloir d'une victoire et puis peut-être de pouvoir se réorganiser. Donc c'est un jeu d'équilibriste très, très compliqué. Donc Israël ira jusqu'au bout. Elle s'arrêtera quand elle aura considéré que le Hamas est détruit et la question des otages, qui quand même revient, on en parle finalement assez peu, 240 otages entre les mains
du Hamas. C'est une pression considérable aussi sur le gouvernement israélien, Thierry. Oui, il y a un vrai problème politique, si je puis dire. Il est un peu escamoté à cause de la guerre, j'entends bien. Mais Israël est considéré jusqu'à présent comme une démocratie, n'est-ce pas? C'est des grandes défenses des gens qui soutiennent Israël. Bon, le problème d'Israël, c'est le gouvernement de Netanyahou, soyons clairs, c'est un gouvernement extrémiste, d'extrême droite. Et ça, on l'oublie quelquefois. Donc, on le dit beaucoup. D'accord, mais imaginez dans n'importe quel autre pays du monde qui ait un gouvernement de cette couleur-là, aussi extrémiste que celle-ci avec des extrémistes religieux, mais vous auriez le monde entier qui serait contre ce gouvernement. Donc, c'est un vrai problème. Donc, le problème de cette guerre, elle est politique. C'est le cas, vous dit Valérie. C'est le cas. De quoi c'est le cas? Le monde entier est contre ce gouvernement. Ah ben non, excusez-moi, mais les États-Unis soutiendraient pas. Non, on peut pas dire ça. Biden ne soutenait pas Netanyahou, je crois. Oui. Non. Ah bon, alors non, mais en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a un distinguo à faire entre le pays, si vous voulez, la j'entends bien ça, bien sûr, et le gouvernement. Et le gouvernement, bien sûr. Les États-Unis, l'administration Biden soutient très ouvertement l'État hébreu. Et c'est vrai qu'il est très isolé dans ce moment. Et que la présence de ces extrémistes, comme vous le dites à juste titre, complique extrêmement la donne pour la diplomatie américaine. On la voit, j'y ai fait référence tout à l'heure, à l'œuvre en ce moment. En revanche, ce gouvernement, à l'international, il a franchement très peu d'alliés, très peu de reconnaissance. C'est vraiment le talon d'Achille. Mais quand